You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e épisode de Cold Facts. Avant de passer aux playoffs, on parle des pré-playoffs. Ça s'est passé vendredi dernier. Bienne s'est fait malheureusement sortir en 2 matchs par Rapperswil. On va revenir et faire le bilan du club zélandais. On passe ensuite à Lausanne qui a réussi en prolongation grâce à un but de Dennis Malgin à battre Zurich dans le duel des Lions et pour mener 1-0 dans la série. Et puis on termine avec le duel roman, le Fribourg-Gotteron-Genève. On va regarder des deux côtés du miroir, savoir ce qui s'est bien passé et moins bien passé dans ce premier affrontement. Salut Greg. Salut Jean-Fred, en mode playoff alors vu que c'est la mode justement. En mode on est en face. Déjà, ouais, en présentiel. Le podcast en présentiel, c'est le mot qu'on connaissait pas il y a une année. Maintenant, on fait tout on fait plus rien en présentiel, même Cold Facts, t'imagines? Et puis on saura déjà à quelle sauce on va être mangé, puisque quand on sortira cet épisode, le Conseil fédéral aura déjà sorti ses recommandations, en tout cas ce qui va se passer pour la suite, le plan de réouverture. Mais nous, on va d'abord se concentrer en fait sur... On va revenir sur les pré-playoffs. On sait que maintenant, tu as dit mode playoff. On va juste faire un petit crochet parce que malheureusement pour Bienne, on va plus trop en reparler cette saison. Non, effectivement. Puisqu'ils se sont fait sortir en 2 matchs. C'était déjà assez vieux finalement. C'était déjà vendredi contre Rapperswil. Pas sûr qu'on fasse une audience incroyable dans le Seeland avec ce passage sur Bienne, mais c'est une équipe qu'on a suivie toute la saison. Je dis pas qu'on nous écoute pas dans le Seeland, au contraire, on nous écoute bien. Mais je pense que nos amis zélandais, ils ont plus envie d'entendre parler de hockey, mais bouclons quand même la boucle avec le HC Bienne avant de passer aux choses plus chaudes, disons. On s'est quand même bien fait avoir sur Bienne en termes de pronostics, et honnêtement, je dis on. Le on inclut environ tout le monde, sauf peut-être les 20 personnes dans le vestiaire de Rapperswil, parce que je vois pas grand monde pouvait imaginer Bienne se faire sortir par Rapperswil déjà, et a fortiori 2-0 par cette équipe de Rapperswil, sachant que tout ce qu'on a dit la semaine passée, ça reste. Bienne avait hyper bien terminé la saison, Bienne était très solide, et finalement Bienne était à un coup de sifflet pas trop intempestif de Marc Lemelin de ne pas être en pré-playoff. Et oui, le but de Gillian Kohler, il y aurait eu 2, il aurait fallu tenir le 2, etc. On ne va pas refaire l'histoire, je viens de la refaire d'ailleurs. Mais Bienne ne méritait pas forcément de jouer les pré-playoffs. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de désaccords à ce micro. Ça nous a des fois pas reproché, mais disons, on est tout le temps d'accord. Les deux. Ouais, c'est vrai qu'on a des avis assez semblables. Sur les pré-playoffs, là, c'est vrai qu'on n'est pas totalement d'accord. Toi, tu trouves qui est moins favorable que moi. Là, il y a un peu d'eau à ton moulin qui vient d'être apporté par Berne et Rapperswil, respectivement 9e et 10e, qui ont éliminé Bienne et Davos, respectivement 7e et 8e. Complètement, mais j'ai aussi essayé de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, pour le coup, en me disant qu'en baseball, par exemple, et je parle de la MLB, donc américaine, c'est 162 matchs de saison régulière. Ça fait quand même... L'échantillon est assez grand. Et tu peux te retrouver avec un wildcard game sur un match. Donc, ça existe, c'est un peu des pré-playoffs. Eux, ils appellent ça le wildcard game. En football américain, ça existe aussi, mais comme c'est toujours sur un match et qu'il n'y a pas de série, c'est complètement logique et il n'y a jamais de souci. Par contre, en baseball, puisqu'après, ils font des séries en best of 5 et puis en best of 7, c'est un petit peu plus gênant d'avoir joué pendant 6 mois et de tout jouer sur un match. Mais complètement. Mais c'est accepté. Et que ma foi, c'est comme ça. Là, au moins, je me suis dit, Bienne et Davos avaient au moins 2 matchs, même si c'est pas la panacée. Effectivement, j'aurais préféré un best of 5 ou best of 7, mais c'était c'était impossible à faire, dans la mesure où ils auraient été beaucoup trop fatigués. Ou alors, ton top 6 joue un tour de classement. Et là, tu continues, tu dis, ok, les pré-playoffs, vous nous le faites en best of 7. Le top 6, ça fait 6 équipes, ça fait 5 matchs à jouer. Alors, best of 5, du coup, tu joues en best of 5 les pré-playoffs, tu joues un tour de classement dans le top 6.
Zug continue ses vacances. De toute façon, ils avaient un point d'avance sur tout le monde, ça n'aurait rien changé, mais derrière, ça aurait été intéressant. Ça, parce que sinon, le problème, c'est ça, c'est que tu as des équipes qui doivent s'arrêter pendant les pré-playoffs. Donc finalement, arrêtons de jouer 52 matchs, nous n'en jouons que 50. Bon, là, c'était spécial avec les 2 matchs de solidarité, je Ouais, pense. mais ils vont nous reconduire cette histoire l'année prochaine si ça se trouve. On joue des pré-playoffs en 5, on vient de résoudre les problèmes, c'est fou quand même. Si tu as le numéro de Willy Föcklin et compagnie, non mais à part ça, sérieusement, pourquoi ne pas faire ce tour de classement top 6 qui joue toujours, du coup ça évite un problème. Pré-playoff en best of 5, et puis là du coup ça commence peut-être à éviter ce coup de, ben ouais c'est vrai que sur 2 coups de dé tu peux te faire éliminer. Bien a perdu sur une erreur de Van Pottelberg dans le match 1, en prolongation, parce que ce tir de Egli, si puissant soit-il, il est complètement arrêtable. Puis le match 2, ben, ça s'est juste mal passé pour Bienne. Et effectivement, en 4 jours, Bienne passe de un but de Gillian Colère qui aurait pu les qualifier en pré-playoff à on part où en vacances demain. C'est vraiment chaud ce qui arrive à Bienne, je trouve. Mais mine de rien, Van Pottelberger a fait une très bonne saison. Il n'y a pas eu... tu parles de ce but encaissé, mais sinon, il ne fait pas de mauvais match. Donc on peut pas imputer ça. C'est clair que finalement, l'absence de Pouliot a dû peser, mais que là aussi, on peut dire, oui, mais c'est pas un joueur qui doit faire l'équipe, aussi fort soit-il. Il fallait trouver un moyen de gagner sans ça. Mais certains ont peut-être pas été à la hauteur. Et puis après, mais ça m'énerve justement qu'on en vienne à faire un bilan négatif pour une équipe qui était à un cheveu d'avoir droit à son quart de finale. Et c'est vraiment ça qui est embêtant. Est-ce qu'on sait si ça va être reconduit, ces pré-playoffs, l'année prochaine ? J'ai pas la réponse, honnêtement. Peut-être que ça a été annoncé et qu'on nous dira, au cas où, si c'est le cas, on nous le dira en commentaire. Mais oui, vous rappelez-vous, l'année passée, on avait dit que ce serait sur 2 ou 3 ans. S'il n'y a pas de relégation, je pense que malheureusement, ou en tout cas, ça risque de revenir dans la mesure où qu'est-ce qu'on fait des 4 équipes qui ne sont pas ? Est-ce qu'on les envoie en vacances ? 5 équipes. Et peut-être 5 voilà. Équipes. Avec la très probable promotion de quelqu'un de Swiss League. Il y aura... et ça donnerait un tout petit peu plus de corps au pré-playoff. Parce que c'est une phrase que j'ai revue assez régulièrement de Plouf, notamment, mais sur les réseaux sociaux, qui dit c'est 312 matchs pour éliminer 2 clubs avant les pré-playoffs. Et j'entends cet argument, clairement. Bah là, si tu as 13 équipes, tu peux commencer à dire, bon, il y a une 3e équipe qui va devoir... qui sera éliminée. Parce que comme je disais la semaine passée, rappelons, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, bref, que ces pré-playoffs, ce n'était pas seulement pour... la blague de oui mais si Berne se rate, non, c'était aussi pour faire jouer des matchs. À la base on pensait qu'il y aurait du public et donc plus on joue de matchs, plus ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses, et surtout s'il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de play-out, et donc 4 équipes arrêtent leur championnat directement. Tu me diras bien à jouer 4 jours de plus, mais c'était quand même l'idée à la base. Et si on prend un petit peu la suite pour Bienne, je ne sais pas si je peux dire je me fais du souci, mais j'ai noté Rajala, Radgeb, Lindgren, Lidbohm, un peu dans un ordre pour dire Rajala, il nous a déçus sur cette saison en général. Il n'était pas forcément au niveau auquel on s'attendait. Peut-être que le fait que ce soit Larsenberger à la place de Danty Tormenon a agi sur sa façon de faire. Il y a peut-être d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Ça, on ne le sait pas. Radgeb, je l'ai trouvé... aussi peut-être un poil en dedans. Lindbohm, j'attendais plus parce qu'il avait été très bon et tu l'avais souligné quand il y a eu ce transfert à Bienne. Tu disais très bon joueur à 5 contre 5 qui est capable de jouer à peu près dans toutes les situations, tout terrain, et que je trouve qu'il n'a pas assez pesé sur le destin de Bienne dans cette fin de saison. Lindgren, c'était un des transferts. Ulström avait été envoyé à Davos. Lindgren est venu. On avait eu Lindgren et Ischier. Oui. Ben voilà, on a vu la fin de saison de Nussbaumer qui était plutôt pas mal du côté de Davos. Franchement, il a fait vraiment une belle fin de saison. Ulström a aussi aidé Davos. Mais on revient pas sur le trade dans le sens où tout le monde était content et on l'avait dit que c'était du win-win. Oui, effectivement, Lindgren blessé. Finalement, ça a aussi eu un impact. Il n'a pas pu mettre... sinon, il aurait pu remplacer Pouliot, par exemple. Ça aurait pu être... un très très bon centre, on sait la qualité d'un Lindgren. Bien sûr. Peut-être que ça aurait amené un peu de talent finalement et ça n'aurait pas été gênant. Maintenant, la suite pour Bienne, c'est que Pouliot, justement, normalement il va partir. Je me rappelle que tu as été le premier à parler d'un
possible transfert du côté de Genève. Là, tu t'étais mouillé pour le coup. Alors j'avais parlé d'un intérêt genevois pour Pouliot. Je savais que Pouliot était en fin de contrat, enfin, elle était plutôt pas proche d'un accord avec Bienne. Je savais que Genève était le plus pressant à ce moment-là. Est-ce que l'intérêt de Pouliot était là à ce moment-là? Je ne le savais pas. Mais par contre, je savais que l'intérêt était genevois. Et il s'est matérialisé visiblement parce que c'est en train de se faire. Et puis après, on a Kreis qui va partir à Zug. Kreis, c'est quand même un défenseur encore assez jeune, ou en tout cas qui est dans la pleine forme de sa carrière. On a Fuchs qui doit partir à Lausanne. Il a quand même là aussi 25 ans, quelque chose comme ça. Hein. Et puis on a l'inconnu Yannis Moser. Martin Steinegger aime bien quand même dire que des clubs de NHL pourraient tout à fait être intéressés par Yannis Moser. Je serais lui, je passerai pas par la draft et je choisirais mon club en me disant où est-ce que je peux jouer le plus, où est-ce que j'ai le plus de chances de jouer avec Seattle qui arrive. Ça fera de toute façon un club de plus, donc ça fait des places de travail en plus. Pourquoi pas Yannis Moser en NHL ou peut-être en AHL pour aller se former, parce que quand même il est jeune et c'est pas être contre lui que de dire que d'un petit passage sur une patinoire plus serré serait pas inutile. Après, comment dire, Martin Steinegger a dit qu'il pourrait faire monter des juniors comme Stempfli, on en avait parlé, on aime bien. Oui. Noah Delémont aussi, mais quand tu regardes les joueurs qui partent... Et qui arrivent, il y a Étienne Froidevaux qui arrive en provenance de Lausanne, donc on peut dire que l'échange, ce sera Gustafsson-Froidevaux, probablement, vu que Gustafsson est en fin de contrat. J'ai pas l'impression qu'ils vont le prolonger, ou en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit pour remplacer, enfin, que Gustafsson soit un renfort, ou disons que sa présence l'année prochaine soit souhaitée par tout le monde. Il n'a pas apporté grand-chose, il était décevant, encore une fois, Anton Gustafsson en Suisse. Ouais, beaucoup de départs. Radgeb, moi j'ai quand même entendu que ça brasse un petit peu autour de lui. Il a plus qu'une année de contrat. C'est le moment où déjà qu'il profite bien de ses fiches de salaire, parce qu'il n'a pas été flamboyant du côté de Bienne depuis son départ de Fribourg à Bienne. Est-ce que le marché va être aussi simple pour lui? On rappelle que l'été prochain, le marché des défenseurs, il va être très intéressant, avec plusieurs gros noms sur le marché, dont lui, dont Genadzi, dont Romain Leffel. Untersander aussi. Donc ça va être intéressant à suivre. Est-ce que Radgeb sera là en septembre l'année prochaine à Bienne? J'ai envie de dire probablement, voire très probablement. Si on me dit que durant l'été, il demande à s'en aller, ou que Steinegger se dise est-ce que c'est pas une valeur d'échange intéressante? Peut-être aussi. Mais en tout cas, beaucoup de questions vont se poser. Ça va aussi dépendre de l'identité de l'entraîneur, Lars Leuenberger ou pas. Et là, finalement, je déteste faire ce genre de théorie-là, mais si le but de Kohler était validé et que Bienne s'était qualifié en étant 6e pour les playoffs, et donc avait joué Fribourg au premier tour des playoffs, après, gagner, pas gagner, peu importe, tu dis, quand même, c'est une saison qui est réussie, les pré-playoffs ont été atteints, le nombre de points acquis est suffisant pour qualifier l'exercice de réussi. C'est salaud après de te séparer de Leuenberger, qui a mis du temps, on rappelle, à mettre en place son jeu, et qui a eu besoin de temps parce qu'il est arrivé un peu au débeauté fin de l'été dans les conditions qu'on connaît, mais une fois que ça a cliqué, ça a vraiment bien cliqué. Donc est-ce que tu n'as pas envie de te dire il y a un petit goût de reviens-y sur cette fin de saison qui était très prometteuse? Et je pourrais entendre cet argument-là, et dans le même temps, je peux entendre l'argument qui dit on devait gagner 2 matchs contre Rapperswil et on les a les 2 paumés. Donc, est-ce que c'est l'entraîneur qui va nous faire gagner les matchs qui comptent au moment où il va falloir les gagner? Et donc, est-ce qu'on ne profite pas de cette fin de cycle relative pour repartir à zéro avec un nouvel entraîneur? Que ce soit Turmenan, s'il est en santé, mais d'après ce que j'ai lu, il ne pense pas à ça pour l'instant. Bien sûr. C'est bien normal. Donc, est-ce que tu ne relances pas un nouveau cycle avec quelqu'un d'autre? C'est aussi une vraie option. Et puis Andersson, que tu aimes beaucoup, Greg, je sais, ne sera pas la solution parce qu'il a signé pour 3 ans avec Stjernen, un club norvégien. Donc ça aurait pu être aussi une sorte de continuité puisqu'il était là depuis 2017. Oui. Et j'aurais pu imaginer qu'on lui fasse confiance en se disant que il avait l'air de faire du bon boulot. Et non, ce ne sera pas lui. Non, effectivement. Donc là aussi, tu peux dire,
Est-ce qu'on repart je parlais de nouveau cycle, est-ce que finalement dire on revient avec un staff complet et on recommence quelque chose, je sais pas, je lance un nom complètement au hasard et j'ai aucune info ou rien du tout, mais moi il y a un gars qui s'est fait une belle pub ces derniers temps, c'est Jeff Tomlinson. Exactement. Tu me diras, c'est évident, hein, il a réussi à lui gagner les matchs qu'il fallait avec Rapperswil, et donc je peux imaginer que des clubs se disent ah tiens, son palmarès avec Rapperswil est quand même loin d'être crade, hein, entre la promotion, Coupe de Suisse, ouais, c'est solide ce qu'il a réussi à faire là-bas. Pourquoi pas lui donner une chance ailleurs qu'à Rapperswil, vu qu'on rappelle, il va s'en aller à la fin de cette saison. Et puis, il y a aussi le fait que les joueurs cadres, en fait, ils les ont re-signés, mais ils auront tous une année de plus. Alors, Kunti, c'est pas trop embêtant parce qu'il a le début de trentaine. Par contre, effectivement, Brunner, toujours là, il a une année de plus. Forster, qui est de 1983, qui aura une année de plus aussi. Voilà, ils ont réussi à conserver certains joueurs clés, mais c'est des joueurs qui sont plutôt sur la deuxième partie de leur carrière, voire la fin de carrière pour certains. Ouais, moi, en fait, en début de saison, on se posait la question sur la défense biennoise. Est-ce que ça allait tenir? Est-ce que finalement l'âge, ça peut pas gentiment devenir un problème pour certains? La question va encore d'autant plus se poser. Après, comme on l'a déjà dit en début de ce passage qui devient très long sur Bienne alors qu'on ne pensait pas, qu'il y a des jeunes qui poussent derrière, comme il y a un Lian Bixel dont on a parlé plusieurs fois ici. Effectivement, il y a un David Stempfli qui va peut-être arriver gentiment aussi. Il y a de quoi faire à l'interne, disons. Je serais plus inquiet si c'était un club qui n'avait pas de mouvement junior ou un très mauvais mouvement junior. Ce n'est pas leur cas. Mais toujours est-il que oui, on sent la fin de cycle. Ça fait un moment que Bienne n'a pas été, on va dire, n'a pas eu trop de questions à se poser. On parlait tout le temps un petit peu de la sérénité biennoise, parce que même quand ça allait pas, il y avait une stabilité suffisante. Là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser, et comme a fait la petite blague, comme Roland Guay a fait la petite blague au Pécaliste l'autre soir, ils ont un peu plus de temps pour se poser des questions vu qu'ils sont pas en play-off, donc tant mieux pour eux. On parle play-off. Et comme le derby roman implique logiquement deux clubs, on en parlera après, à la fin. On va commencer avec Lausanne qui s'est sorti d'un mauvais pas, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde le match et on regarde un peu les statistiques froidement, 39 shoots à 27 pour Zurich qui aurait pu, et si on regarde aussi ces fameux expected goals, hein, ces buts escomptés, on se dit J'aime bien que but escompté, ça commence à entrer. On se dit que Zurich aurait pu et dû marquer ce troisième plus que Lausanne, notamment en fin de match. Gareth Rowe a touché le poteau, c'était la 57e d'ailleurs, sur un wraparound où il a tourné autour de la cage, il est revenu, ça a touché le poteau. Au moment où Cody Almond purgeait sa pénalité pour avoir balancé Troutman dans la bande, 55e. Et effectivement, à ce moment-là, tu dis ça va être chaud pour Lausanne. Complètement. Et c'est passé parce que la défense lausannoise, et puis aussi un petit peu de chance, mais la défense lausannoise a tenu le coup. Et c'est finalement en prolongation sur un move qui a foutu Maxime Noro à cul, si on peut dire, que Denis Malgin a pu légitimer son casque jaune de top scorer et montrer que il pouvait être le match winner de Lausanne. Ouais, c'est marrant. En préparant cet épisode, je me suis dit que j'allais faire la même blague quand on avait fait une minute de silence pour les chevilles de Yannick Radgeb la saison dernière, quand Chervenka l'avait déshabillé sur un move. Et je voulais faire la même chose pour les chevilles de Maxime Noro, mais j'étais parti trop vite sur Lausanne, j'ai pas pu le faire. Mais ouais, c'est vraiment, aux États-Unis, ils aiment bien dire il y a un sniper dans la patinoire ou dans la salle de basket, ou peu importe, quand il se passe une chose pareille, t'as vraiment l'impression qu'il a pris une balle, quoi. Et c'est bizarre, parce que c'est Noro, justement. Ouais, alors c'est pas le défenseur le plus solide défensivement, disons, mais c'est pas non plus un type qui sait pas patiner en arrière, quoi. T'as un peu cette impression-là sur cette séquence. Malgin fait une petite feinte, mais moi, j'arrive quand même pas à légitimer
le fait qu'ils se prennent les pieds dans le tapis de la sorte, quoi, c'est vraiment étonnant. Alors après, voilà, c'est les prolongations. La soirée a été longue peut-être, mais et encore, c'est la 66e minute, c'est pas non plus... c'est pas la 120e, quoi. Tout à fait. Donc ouais, c'est étonnant. Après, voilà, Denis Malgin a fait la différence. Si tu regardes les statistiques et au premier coup d'œil, tu peux te demander si les gens qui prenaient les statistiques étaient sous influence ou pas. Mais ça donne 39 tirs bloqués pour Lausanne. Alors effectivement, ils en ont beaucoup bloqué. Moi, je me suis pas rendu compte à ce point-là, honnêtement. Si on regarde froidement les statistiques, comme tu disais au début, Zurich a beaucoup créé du jeu, on va dire. Est-ce que Zurich a vraiment mis sous pression de manière incroyable la défense lausannoise ? Je ne pense pas. Mais par contre, dans le volume de jeu, Zurich méritait peut-être un tout petit peu mieux. Mais Zurich a aussi eu le puck les 2 tiers du temps parce qu'il gagnait 2 tiers des engagements. Et ça, c'est un des gros points si Lausanne veut avoir une chance d'aller chercher un match à Zurich. Parce que c'est quand même le but. Parce que si tu n'as pas envie de tout jouer à la maison sur un match 7, le but, c'est d'aller en gagner un à Zurich. Il va falloir avoir un peu plus le puck parce que Zurich ne va pas continuellement proposer du jeu offensivement comme ça et ne marquer que 2 buts. Donc la défense lausannoise a été bien solide, mais aussi André Ghetto était rarement 7 fois au but pour un aussi petit aussi petit nombre de buts, à savoir 0. Tu parlais des engagements, c'est 37 gagnés pour Zurich, 22 Lausanne. Il y a notamment 2 joueurs qui ont pas un bon pourcentage. C'est Joris, c'est 6 gagnés, 11 perdus. Et on s'attendait quand même un petit peu mieux de la part de Joris, il faut reconnaître. Malgin, 3-12, donc 3 gagnés, 12 perdus. Ça, c'est très très mauvais. Et Malgin, on sait que c'est pas forcément le meilleur joueur aux engagements. Donc le seul qui s'en est à peu près sorti correctement, c'est Emerton avec 9-9, 50%. Donc il va falloir faire mieux, c'est clair. Tu parlais des block shots, Edner en a 6 notamment. Et puis on a surtout Christophe Berchi qui en a 5. Ça, c'est... Si ça a été bien calculé, c'est vraiment le mode playoff où tes joueurs vedettes, ou en tout cas ceux que tu t'attends à avoir plutôt de l'autre côté de la patinoire, sont efficaces. Si en plus des joueurs comme ça arrivent à bloquer des tirs, bah, ça prouve un bon état d'esprit, qui sont capables de se mettre au service du collectif. J'aime bien ces 5 lancers bloqués, mais il faudra faire, tu l'as dit, il faudra faire mieux. J'ai trouvé que Barberio... J'allais y venir. Je te laissais terminer ta phrase, mais, poliment. Mais ouais, Barberio me pose des petites... me fait me poser des questions, honnêtement. Et on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro qu'on n'arrive pas, on ne peut pas l'imaginer pas blessé. Il l'a dit à notre confrère et à mon collègue Jérôme Renard qu'il était en santé, que tout allait bien. En même temps, moi, j'ai jamais entendu un joueur avant les playoffs dire « Ouh là 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 là, j'ai l'épaule en vrac, j'ai le genou qui est cassé, et puis si par malheur, je prends un coup sur le poignet droit, je vais avoir des problèmes. » Non, enfin, c'est logique qu'ils disent ça. C'est logique que la question lui soit posée. Je dis pas ça contre mon collègue, évidemment. Non. Mais évidemment qu'un joueur va dire non, mais je suis en pleine forme, c'est super, je pète le feu. Mon épaule, non, mais tout va bien. Je sais même plus laquelle j'avais mal. Non, mais faut être. Je me rappelle d'ailleurs que tu en avais parlé à un moment. Que son épaule, il a dû se faire des injections. D'ailleurs, je crois qu'il l'a expliqué ou c'est clairement ça. C'était au mois de février, janvier-février, ouais. Et la question, c'était est-ce qu'il allait se faire opérer ou non. Lausanne a une assurance avec Vladimir Roth, mais c'est quand même pas le même calibre en théorie. Mais si tu regardes sur le 2-2 zurichois, il fait un peu... Il est spectateur. Il est vraiment spectateur, ouais, alors que le match est censé être à huis clos. On a fait combien de fois cette blague cette saison ? Souvent. Beaucoup trop. C'est la dernière, promis. Mais il est spectateur de ce qui se passe. Et ouais, c'est un tout petit peu problématique, surtout qu'en plus, là où un euro, tu te dis, ouais, bon, quand même... défensivement, parfois, tu peux te poser des questions, mais offensivement, tu sais que tous les soirs, il va t'amener quelque chose. Barberio, c'est pas au niveau d'un euro qui te permet de dire ok, mais vu ce qu'il nous amène, la balance, elle est quand même toujours positive parce qu'il nous a amené 2 buts et il nous en a coûté 1, donc sur la saison, il va être positif. C'est pas vraiment le cas avec Barberio. Est-ce qu'un jour, Craig McTavish va oser mettre Vladimir Roth sur la glace? En tout cas, pas jeudi. Tu as gagné ton match 1 à la maison. C'est un bilan qui est quand même positif. La pression était sur Lausanne de jouer à la maison, de ne pas foirer son entrée en play-off. Ça a été réussi. Désormais, la pression, elle a changé de camp. Mais tant que la série ne commence qu'au moment où une équipe gagne à l'extérieur. Tant que personne n'a gagné à l'extérieur, la série n'a pas commencé.
C'est très juste. À voir ce qui se passe jeudi. Il y a quelque chose aussi, c'est les pénalités. Lausanne, on l'avait souligné, prenait trop de minutes de pénalité. Ils ont commencé les playoffs finalement de la pire des manières avec justement Barberio qui prend 2 minutes après 3 minutes 16. Un surnombre, ça on n'aime pas non plus avoir ce genre d'erreur en playoff. Tu dois pas offrir ces possibilités-là. Ils ont pris 5 x 2. Et puis alors que Zurich, que 2 x 2. Et parmi ces 5 x 2, il y a le 2+10 de Allemande, tu en parlais. Tu parlais des 2 minutes. Il a ramassé 10 minutes pour une charge contre la bande, mais conduite automatique. On n'a pas eu pour l'instant de nouvelles, je crois, de la part des Au moment où on enregistre cet épisode, rien n'a été ouvert. Est-ce qu'il est passé à travers les mailles du filet? On verra, mais c'est possible. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait une petite suspension. Une enquête en tout cas, vu que... Mais... Ouais, je sais pas, c'est dur à dire, parce que tu vois un peu que Troutman lui aussi se prend un tout petit peu les pieds au moment où... Enfin, c'est simultanément, il y a Troutman qui a un peu les patins décollés, et si cette charge, elle intervient une demi-seconde avant, il l'appuie presque, enfin, il l'accompagne, là, c'est difficile. Moi j'imagine qu'il n'y aura pas de conséquences, mais si on me dit qu'il y en a, je suis pas totalement estomaqué. Je vais pas avec les fourches à Gladbrook pour manifester, disons. Mais par contre, alors ce qui est positif pour Lausanne, c'est que les 3 buteurs sont Hudon, Kenins et Malguin. On va dire que c'est 3 les suspects usuels. C'est eux que t'attends à ce moment-là, en tout cas. On peut encore ajouter un Berchi, et j'ai trouvé que c'était positif pour Lausanne d'avoir le powerplay qui a quand même fonctionné, notamment sur cette égalisation d'Hudon. Peut-être que Ludovic Weber, il voudrait peut-être le revoir ce tir et il se dit qu'il pourrait peut-être l'arrêter, même s'il vient vite. Ça vient assez fort, ouais. Alors, je pense que Weber, il s'attend pas non plus à ce que Noro soit sur les fesses une demi-seconde après. Ah non, pardon, tu te trompes de Baud, ouais. Celui de Hudon, mais celui de Malguin aussi, tu peux te poser la question et en même temps, bref, c'est à ça que je pensais. Et Kenins, très belle passe de Gibbons. On en reviendra aussi dans le match dans le derby roman entre Fribourg et Genève. La magnifique passe de Di Domenico, elle est peut-être pas aussi exceptionnelle, mais elle met aussi dans le vent. Il y a tout un décalage et tout d'un coup on a Zurich qui ne fait que regarder. Et c'est un peu la même chose que la défense genevoise pour le coup. Et là, on s'attend, c'est drôle que ce soit Di Domenico, Gibbons, des joueurs nord-américains. J'essaye de voir, parce qu'on sait que normalement, ils ont ce petit côté, quand on discute avec des joueurs, des anciens joueurs, ils nous disent toujours que les Canadiens et les Américains, quand ça compte, c'est là qu'en général on les voit et qu'ils n'hésitent pas à aller parce que chaque joueur de hockey ne vit que pour les playoffs, on va dire, mais eux particulièrement, ils ont ce switch. Ils sont capables de faire cette différence. Et là, j'attends de voir encore un peu plus, mais je trouve que c'est déjà assez encourageant d'avoir ce Gibbons qui est pas si mal que ça et qui démontre son intelligence de jeu. Tu sais pourquoi je t'ai mal écouté avant et que je suis parti à Harbourg? Je cherchais l'information concernant Fredrik Pettersson et un potentiel retour ou non durant cette série. Parce que, justement, comme tu disais très justement avant, Lausanne a eu 5 pénalités mineures. Ça aurait pu avoir plus de conséquences, vu que le box-play a tenu. Si Pettersson est sur la glace, je ne dis pas que Zurich en a marqué 3, absolument pas. Mais le powerplay zurichois est un tout petit peu différent. Mais je cherchais l'information. Est-ce qu'on a une chance de le revoir durant ces playoffs ou pas? Selon le Tagesanzeiger d'hier, présentation des playoffs, et j'avais raté cette information vu que je ne l'ai pas lu le Tagesanzeiger, j'ai pris trop de temps à lire la NZZ concernant Denis Malguin. Eh bien non, visiblement il faut pas, il muss nicht mit Pettersson rechnen, donc on va continuer avec les 5 étrangers qu'il y avait sur la glace à Lausanne, à savoir Rautiainen, qui est quand même pas le même gabarit ou le même calibre que Pettersson. Et les autres, alors rien à dire, même un Ryan Lash qui est revenu en 3e ligne alors qu'il était en 4e ligne sur la fin de saison. Mais un Pettersson aurait clairement fait du bien. Ça ne veut pas dire que Lausanne doit continuer à enchaîner les pénalités, parce qu'avec Andrighetto, Rowe, Noro et compagnie, tu peux vite avoir des petits problèmes en infériorité numérique. Mais c'est vrai que tu me fais penser à Pettersson qui est, je trouve,
Alors avec l'âge, ou en tout cas avec la carrière comme elle se déroule pour lui, devient un joueur assez unidimensionnel. Oui. J'essaye de ne pas être trop méchant avec, mais effectivement, sur le powerplay, il a cette capacité de tir, il a un tir tellement violent que ça offre... Il est plus utile dans cette situation spécifique que dans le jeu en général, je pense. Et il leur manque aussi Chris Baltisberger. Ils ont dû faire avec, ou faire sans plutôt, pendant plusieurs mois, et ça s'est pas trop mal déroulé. Mais en play-off, c'est typiquement le genre de joueur capable d'aller marquer ses vieux goals pourris parce que... Pressel a fait ça très bien. Oui. Vieux goal pourri, le puck qui traîne, Barberio qui a la tête dans les nuages, et il était là pour récupérer le puck. Mais oui, un Chris Baltisberger sur une série de 7 matchs où tu l'as sur le dos 17 minutes par soir, c'est pénible. Et t'en parlais très justement la semaine dernière, l'absence d'un Johan Morand aussi, ça peut être, c'est un problème pour Zurich. Mais toujours est-il que si on doit faire le bilan de ce premier match, Lausanne méritait-il de gagner? Pas forcément, mais Lausanne a su gagner son premier match à la maison, et ça c'est quand même un signe d'une équipe qui a très bien commencé ses playoffs. On pouvait se poser la question justement de l'unité de l'équipe, de comment réagira cette équipe en play-off au moment où il y a de l'adversité. En tout cas, moi, un des signaux que je vois, c'est 39 tirs bloqués. Si les statistiques de la Ligue sont justes, et on n'a pas de raison de croire qu'elles ne le sont pas, sinon alors on ne prend plus jamais aucune statistique sur le site de la Ligue, ça c'est quand même assez encourageant pour la suite. Maintenant, il va falloir aller reproduire le même genre de match du côté de Zurich dès jeudi. On a parlé de Baltisberger et de Peterson parmi les absents côté zurichois. Est-ce que Tim Boson, parce que je crois qu'il a une légère commotion, est-ce qu'on pourrait le revoir sous peu? On ne sait jamais avec les commotions, c'est un peu day-to-day, quoi. Ouais, puis on ne sait jamais avec les commotions, et avec les commotions en play-off, on sait encore moins qu'en saison régulière, à savoir... upper body injury, et puis day-to-day, et puis si on vous demande, vous dites que vous savez pas, quoi. C'est vraiment ça, on sait pas. Mais oui, un Tim Boson en playoff, alors c'est une évidence que c'est un joueur qui peut t'amener quelque chose, qui t'amène de l'énergie, qui t'amène de l'intensité, mais pas que ça, parce que ce serait une erreur quand même assez... pas grave, mais ce serait quand même une erreur de réduire Tim Boson à un bête joueur d'énergie. Je pense qu'il amène beaucoup d'autres choses, et il a quand même une capacité à jouer au hockey, et ses 10 buts et à aller mettre le puck au fond, voilà. qui amène justement une profondeur sur une troisième ligne que d'autres, qu'un Krakauskas va pas amener, justement. Alors je dis pas que Krakauskas est un bête joueur d'énergie, par contre Krakauskas n'a pas le talent offensif d'un Tim Boson. Ce serait bien que Tim Boson puisse revenir, effectivement. On va juste revenir, tu l'as effleuré. Oui, c'était pour pas l'oublier, j'ai mis un petit marqueur. Exactement. Le marqueur NZZ, on va l'appeler comme ça. Exactement. Parce que oui, ça a fait l'actualité pendant 2-3 heures, le temps que Jérôme Renard débunk la news, si on peut utiliser un terme. Le temps que Jérôme Renard téléphone au club et dise: dites donc les gars, cette information de la prolongation de contrat de Denis Malgin, pourquoi elle n'est pas officielle? Et puis on lui a dit: mais en fait il y a eu... Alors... j'ai aucune idée, j'étais pas présent à l'interview de Peter Svoboda et Nicolas Berger, qui est un journaliste très crédible, fiable, et c'est pas... NZZ, crédible, Nicolas Berger, crédible. Voilà, donc, c'est pas Joe le rigolo, Nicolas Berger, donc je dis pas qu'il y a des journalistes qui sont des rigolos, mais par contre, lui, dans les journalistes, c'est un fiable. C'est quelqu'un, si on lui dit blanc, il va écrire blanc, il va pas écrire gris pour laisser place à la spéculation ou autre. Donc, de ce point de vue-là, je dis pas qu'il a pas fait d'erreur, les journalistes sont faillibles, nous les premiers. D'ailleurs, on imaginait que Bien allait passer en play-off. T'imagines à quel point on est faillible. Mais c'est un journaliste qui est fiable, qui sait faire son métier, qui sait gérer le on, qui sait gérer le off, qui sait ce qu'il a le droit d'écrire, ce qu'il n'a pas le droit d'écrire. Donc voilà. Après, c'est une interview dans une troisième langue, on va dire. Oui. Elle s'est probablement passée en anglais, entre un Tchèque qui parle en anglais avec un Suisse-Allemand qui parle en anglais. D'ailleurs, un Tchèque et un Suisse-Allemand, ils pourraient se parler peut-être chacun dans leur langue. Peut-être qu'il y a une chance qu'ils se comprennent, j'en sais rien. Bref, au passage. Mais voilà. En tout cas, la version officielle, c'est qu'il y a eu une mésentente. Et donc, Denis Malgin n'a pas prolongé son contrat. De toute façon, ce qui est clair, c'est que Denis Malgin veut continuer en NHL. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est de dire: j'ai déjà un contrat, un backup en Suisse, donc vous inquiétez pas pour moi les gars, donc même si vous me signez pas, j'ai déjà mon million qui m'attend. Je dis 1 million pour dire un chiffre, mais j'ai déjà mes francs qui m'attendent en Suisse.
c'est le pire message que tu peux donner. Donc de toute façon, même si c'est fait, c'est une évidence que l'accord, il est peut-être même pas signé, mais il est peut-être plus verbal ou pas, Ouais. d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, honnêtement, j'étais très étonné au moment de lire cette En information plus, dans, c'est dans drôle le parce journal. que c'est tombé quelques jours après ton interview, Oui. même 2 jours jours après après. l'interview qui sort dans le matin dimanche, quoi. Alors moi, je l'ai volontairement pas bassiné avec ça, parce que je me suis dit, le meilleur moyen de braquer Denis Malgin, c'est de lui faire « Alors, tu me joues l'année prochaine à Lausanne ?» Enfin, t'es sûr que l'interview va pas bien se passer, et je savais que de toute façon... il y a Comme des fois- première question, tu sais, en plus. Voilà, Ouais. exactement. Alors, Denis Malgin, première question. Lausanne l'année prochaine, tu sais que ça va pas bien se passer. Non, il faut être plus malin que ça dans les interviews. Et mon but, c'était pas de savoir ça. De toute façon, alors, un petit aparté au passage, mais au moment où il y a certaines questions à l'interview, tu sais que tu vas jamais avoir de réponse, mais qu'au pire, ça va juste tendre les gens. Donc, tu es là, bon, ok, ça, c'est pas un thème, on n'en parle pas. Et moi, je lui ai même dit au début, avant de parler, avant d'enregistrer, je dis écoute, Denis, moi, je suis là pour essayer de te connaître un peu mieux. J'ai l'impression qu'on te connaît pas. Mais moi, ça m'embête parce qu'en fait, t'es une des stars du championnat et j'ai l'impression que t'es un fantôme dans cette ligue. Et on parle de Berti, on le connaît, même Hudon, vu qu'il parle français. On en a beaucoup parlé de Charles Hudon. Denis Malgin, alors il est sur la glace, il est fort, on voit tout ce qu'il fait, mais on sait pas qui c'est. Alors, je me dis, j'aimerais bien. Puis là, ça l'a presque un tout petit peu décoincé. J'ai eu l'impression justement de parler un tout petit peu d'autre chose. Et donc, c'est paru dans le matin dimanche de dimanche dernier. Par contre, Making of, l'interview a eu lieu 10 jours avant. Ouais. Donc il y a eu une marge pour signer. Mais voilà, en tout cas, Denis Malgin n'a visiblement pas signé, ou du moins c'est pas son plan numéro 1, et moi je l'ai senti vraiment très déterminé, c'est de signer en Amérique du Nord pour la saison prochaine. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment ça se passe, vu qu'il est prêté par Toronto à Lausanne, est-ce que les conditions pour l'obtention d'un 5e étranger sont réunies ou pas? J'ai vraiment pas la réponse à cette question. Mais il est prêté par un club à Lausanne. Il n'était pas sous contrat avec Lausanne, ou je sais pas comment se passe comment formellement ça se fait. Moi, je signe pas les contrats des joueurs et je sais pas comment c'est réglé. Est-ce que c'est un contrat entre Toronto et Lausanne, et que Malgin il signe aussi un truc avec Lausanne? Très probablement, hein. Mais comment formellement ça impacte l'éventualité d'un 5e étranger si Malgin signe pour la saison prochaine à Lausanne et qu'il part en NHL, parce que c'était quand même ça la thématique intéressante. C'est est-ce que Lausanne aura droit à 5 étrangers en cas de départ de Malgin si Malgin était sous contrat? Ça fait beaucoup de si. Mais toujours est-il que, en tout cas, le timing est un petit peu bizarre que ça sorte le jour du match 1 des playoffs, et que ça a dû être évoqué par Svoboda, et peut-être qu'il l'a dit, mais tu vois, si l'année prochaine on a Malgin, et puis que voilà, il y a une mésentente là autour. Toujours est-il qu'il n'y a pas de nouvelles concernant Malgin actuellement. Et moi, si je dois mettre mon argent quelque part, Malgin ne sera pas à Lausanne la saison prochaine. Et je peine à imaginer qu'il signe à Lausanne, parce que ça veut dire que tu signes un contrat à longue durée, à mon avis, et pas d'une année. Je peux me tromper, hein, évidemment. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'il y aura 5 étrangers à Lausanne la saison prochaine. Mais ce qui est tant mieux, à part ça, au niveau de pas la légalité, mais j'aime... de l'équité. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien, ma foi, à Zurich, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que le côté... Toi, t'es vraiment un Suisse allemand. Quand c'est Zurich, ça marche, mais quand c'est un roman... Non, mais je crois qu'on est tous assez d'accord sur le fait que on va appeler la salle Alex Souter, comme c'est devenu la norme, que c'est une aberration, et puis vivement qu'on passe à autre chose. Maintenant, et moi je crois que je l'avais dit au moment où c'est tombé cette règle, si on nous avait dit, il y a l'Alex Giannoni, parce que 3 semaines avant le championnat, Giannoni se tire, puis tu retrouves son gardien, et puis que tu dois sonder le marché de Ligue B et de MySports pour aller chercher un gardien. Reto Berra avec... Le cas Reto Berra, et Fribourg avait dû se séparer d'un étranger pour engager Barry Brust, etc. Donc ça, je pourrais l'entendre, cette Lex-là, disons. Mais enfin, voilà. L'année prochaine, Zug pourra compter sur un étranger en plus parce que Hoffman sera parti. Bien pourra peut-être compter sur un étranger en plus parce que Yanis Moser sera parti. Il n'y aura pas que Lausanne qui aura droit à 5 étrangers, probablement, hein. Mais ouais, bientôt, alors montons à 5 pour tout le monde, donc au bout d'un moment. Voilà, on va terminer cet épisode. Mais rassurez-vous, il y aura encore un peu de blabla, par c'est le début de la fin. Fribourg-Genève. D'habitude, on fait nos pronostics. Là, comme il y a des matchs le jeudi et le samedi, on a décidé qu'on allait parier ou pronostiquer sur les matchs de samedi. Ouais. Comme ça aussi, on aura eu deux matchs de la série
pour se faire une idée un petit peu plus claire de ce qui va se passer plutôt que de mettre pour les matchs de demain, quoi, de jeudi. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre épisode avant les matchs de samedi? C'est ça que tu es en train de nous dire? Ça, je sais pas. Je peux pas dire. Ah, attends. Grosse scoop. 2 épisodes hebdomadaires de Colfax. On verra. Non, oui, alors effectivement, si tout se passe bien, vendredi, après le match 2, on sera de retour vers 17h à l'heure de l'apéro, vu que les terrasses seront toujours pas ouvertes. On fait on vous passera encore un petit peu le temps avec un épisode, pas bonus, avec un épisode playoff. Qui sera forcément plus court, puisqu'effectivement, il y aura un peu moins de clubs aussi. Exactement. Mais ça permettra peut-être de parler des autres matchs. Donc, on passe à ce match qui m'a, je vais dire pas surpris, parce que c'est pas le cas, mais où j'ai été épaté par l'engagement fribourgeois. Fribourg, qui était mieux classé en saison régulière que Genève, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on avait aussi, on attendait avec impatience de voir la réaction des deux équipes, mais aussi la réaction fribourgeoise qui, malgré la 3e place, était peut-être pas forcément le favori pour tout le monde dans cette série. Et pour nous, et vu qu'on se plante tout le temps, je pense que les fribourgeois sont très contents. Exactement. Mais alors, j'ai vu un 2-1 pour le score, mais honnêtement, à un moment, Genève a vraiment poussé à la fin et aurait pu éventuellement égaliser si la canne de Stolberg n'avait pas empêché Fer de contourner ou de glisser le puck derrière Berra en toute fin de 3e tiers. Avant ça, il faut rendre à César ce qui appartient à Gauthieron. C'est quand même un match super solide de la part des Fribourgeois. Oui, il y a eu 2 poteaux. De chaque côté. Voilà, dont 2 de Vermine, si je dis pas de bêtises, du côté genevois. Il y a Vermine une fois, ça je suis 100% sûr. Ouais. On s'avait même échangé à ce propos. Et le deuxième, je sais même plus qui c'est, tiens. J'ai oublié. Mais, c'est terrible. Alors sur la Ligue ne met qu'un poteau pour Genève, mais parce que le tir de Vermine à la 21e, il le compte comme un shoot au goal. Pas contre un poteau, et pourtant ça touche bien. Oh oui. 35 tirs pour Fribourg, 24 pour Genève. Là aussi, on a quand même, et notamment sur les 2 premiers tiers, exactement, c'est du 24-14. Je trouve que Fribourg a pris son match de la meilleure des manières. J'ai vu une équipe, en fait, préparée. Je ne sais pas si c'est le bon terme ou si c'est correct de ma part d'analyser ça comme ça, mais j'ai vu une équipe préparée défensivement, qui était à l'heure, qui savait ce qu'elle devait faire. Quand on a des buts, on reviendra sur le but de Dave Souter, quand on a un joueur qui est capable de monter comme ça, il est en confiance, j'ai aimé ce que j'ai vu de Fribourg, en fait. Oui, et juste j'ai contrôlé, donc c'est effectivement 53e Vermine aussi. C'est également lui qui est sur le 2e poteau. Mais oui, alors, Fribourg m'a fait un peu peur au tout début de match. Le premier shift, il y a Dave Souter qui est derrière la cage. Il fait une relance, t'as l'impression c'est même pas une patate chaude sur la canne, c'est une bombe. Et du coup, il s'en est vraiment débarrassé contre la bande. Et ça passe en 2 Genevois. S'il y en a un des deux qui a la canne suffisamment longue et qui intercepte, c'est du 2 contre 0 contre Berra. Il y a 12 ou 13 secondes de jeu. Là, tu dis, là, les jambes, elles sont un petit peu en coton du côté de Fribourg, tu as l'impression. Et à ce moment-là, tu te dis, ça va être compliqué. Ça peut en tout cas devenir compliqué. Ça l'a pas été. Finalement, derrière, Fribourg a été effectivement très solide après ces quelques minutes un peu de flottement au début. On a une équipe de Fribourg qui a été bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la décision finalement de Christian Dubé de faire confiance à ses lignes 2 et 3 en sacrifiant entre guillemets sa ligne de parade, on va dire Stolberg, Desharnais, Motet, en les envoyant shift après shift sur la première ligne de Genève. Et moi, j'aime bien comparer ces matchs de play-off à des petites parties d'échecs. Et là, il a clairement bloqué la reine adverse. Je ne sais pas si Linus remarque que c'est la reine de Genève Servette ou en tout cas, c'est pas... Ouais, bref, arrêtons là les histoires d'échecs. Mais il a bloqué la reine adverse. En disant mes lignes 2, 3 et voire 4 vont avoir une chance contre chacune sa ligne respective derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Desharnais a bouffé Winnick sur les engagements. Donc ça donnait, je crois, 12-6 après 2 tiers en faveur de Desharnais.
ce qui a forcé Patrick Aymon à réagir et à lui, du coup, faire un counter-move et à mettre Vermin sur sa première ligne à la place de Vuyamo. Vuyamo, on l'a très peu vu sur la première ligne pour essayer de compenser ça et de gagner l'avantage sur les affrontements des premières lignes. Comme tu coupes ton banc en troisième tiers, c'est un peu plus facile de faire ce move-là. Vermin était centre de troisième ligne, on l'a très peu vu. Et durant le dernier tiers, ça a fonctionné. La ligne 1 de Genève a vraiment mis de la pression. Vermin touche le poteau, Omar se crée une très grosse occasion. Berra fait un gros arrêt. Mais en sacrifiant sa première ligne, Christian Dubé s'est dit « Ok, derrière ça tiendra et ça fera la différence ». Et le deuxième but, c'est Di Domenico qui fait le job. Alors après, c'est Dave Souter qui... Toi, tu m'as dit quoi ? C'est Dave Patrick Laine Souter. Ouais. C'est un geste d'attaquant. Et... magnifique, comme il va le mettre. Parce que il la met au poteau le plus... Au premier poteau, disons. Ouais, c'est plus restreint. Donc, je repensais à notre interview de Gauthier Desclous où il disait mon petit souci, c'est que je ne suis pas NHL size. Et la taille NHL, on va dire, il fait 1m80 ou 81. Il lui manque, et c'est lui même qui le dit, il lui manque peut-être 10 cm pour être taille NHL, qui est la taille de Reto Berra, qui fait un 92, je crois, qui est la taille de Tobias Stephan aussi. Ces joueurs-là, ils ont pu aller en NHL, ces gardiens-là, aussi parce qu'ils avaient cette taille assez respectable, finalement, où quand il est à genoux, en gros, c'est physiologique. Il a 10 cm de plus à masquer, en fait. Après... Donc, un Gauthier Desclous qui arrive quand même à être beaucoup plus agile. On l'a remarqué, je trouve qu'il y a 2 arrêts que Desclous fait. Et justement, je ne sais pas si, j'allais dire ton gardien NHL size, rien à voir, mais si un gardien de la taille de Reto Berra arrive à avoir un mouvement latéral comme il a fait et sur Motet et sur Desharnais, où à chaque fois les deux le déportent, mais il est tellement vif qu'il arrive à être présent sur les deux actions de Fribourg-Gotteron. Mais toujours est-il que oui, sur ce but de Souter, il y a un trou sous la latte, mais il la met vraiment bien. Mais durant ce deuxième tiers, Desclous a tenu Genève dans le match, aussi parce que Fribourg a été très bon. Fribourg, c'était vraiment solide, je trouve. C'était construit défensivement, mais offensivement, il y avait du jeu qui était produit. Et il y a la latte de Julien Sprunger, on parlait des poteaux de Vermin avant, mais il y a la latte de Julien Sprunger, Di Domenico touche aussi un montant. Donc, globalement, Fribourg a tenu la route. Et moi, il y a quand même un truc que j'ai pas compris sur le moment, et on se l'est fait expliquer à la fin, parce qu'on peut pas tout voir, mais moi, quand je vois l'alignement du 1-0 sur la glace, t'as Eren, deuxième ligne, t'as Walzer, troisième ligne. C'est lui qui prend l'engagement. Et t'as Schmidt, quatrième ligne. Tu dis, coup de shaker, qu'est-ce qui s'est passé? Et du Menzaya, fin de powerplay, donc forcément, tu as un petit moment de brassage où, surtout que Fribourg tire beaucoup sur son premier powerplay. Donc, tu as Sprunger qui était sur la glace à un bon moment, tu as Desharnais qui était sur la glace à un moment, et pas Stolberg, Motet sur la glace à un bon moment. Donc, ça a brassé. Il dit, mais alors, j'ai envoyé ces 3-là, mais c'était plus de la chance qu'autre chose. D'ailleurs, en face, c'est drôle parce que tu parlais de Vermin qui était placé avec Omark et Winnick. C'est Winnick qui prend l'engagement. Oui. Il y a Omark et il y a Vermin. Et c'était la 19e, donc 18-50 et quelques, fin de tiers. Patrick Aymon avait quand même mis une ligne, il avait composé une ligne assez solide finalement pour jouer contre ces 3-là. Le but d'Eren, j'ai essayé de regarder au ralenti le truc. Il me semble que l'engagement est gagné, mais on va dire pas clean par Walzer, qu'elle touche le patin du juge de ligne qui a lancé le puck en se reculant, ça touche son patin et ça le place sur la palette de Eren. Rien à dire pour le coup, ça pourrait être une passe. Ça vient vite, hein. Ça vient tellement vite. Et il est juste, il a bien réagi. Et Eren, mine de rien, c'est lui qui tire le plus au but durant ce match. Il envoie 7 lancers sur la cage. Il avait des choses à se faire pardonner. C'est terrible parce qu'il ne fait pas une mauvaise saison, mais on a l'impression qu'on attend énormément de Yannick Eren depuis son transfert. Et que là, il marque un but hyper important. Et que, en plus, il est présent. Il joue 13 minutes 42, 7 shoots pour 13 minutes 42 de glace. Ouais, c'est respectable comme moyenne. Ah ouais, complètement, ouais. C'est lui qui tire le plus. On a Motet, je crois qu'on a 5. Mais voilà, ça m'a surpris de voir aussi... et on sait que c'est plutôt un buteur, donc il n'y a pas de problème. Il faut compenser aussi le fait que Rossi n'est pas là pour tirer. Donc, il a pris sa chance. C'est passé sur ce coup-là.
Tant mieux, bravo. T'as dit le nom de Kylian Motet, on l'a peu vu. Justement, je parlais de sacrifice avant, de cette première ligne qui a été sacrifiée. Et c'est un bien grand mot parce qu'ils ont quand même pu jouer, hein, mais ils ont eu moins de place parce que forcément, quand tu joues contre Marc, tu sais que tu n'auras pas forcément tout le temps le puck sur la palette. Lui, déjà, quand tu es coéquipier de Marc, tu sais que tu n'auras pas forcément le puck trop souvent sur la palette parce que il va le garder. Mais Kylian Motet, c'est 4 tirs bloqués. C'est le plus de l'équipe. Exactement. Et Voilà. ça, c'est assez important. Un peu aussi. comme Berchi, on parlait avant. Exactement. Quand on parlait de Berchi avant, je me disais, il y a la même du côté avec Kylian Motet qui a 4 tirs bloqués. Moi, il y a un joueur qu'on n'a pas forcément peut-être beaucoup vu ou pas forcément beaucoup mis en avant déjà durant toute la saison, mais là, il y a Nathan Marchand. Il a joué 13 petites minutes, 12-40, mais je l'ai trouvé terriblement bon, terriblement vite, rapide sur cette deuxième ligne. Et il a beaucoup apporté, je trouve, et j'aime bien ce que fait Nathan Marchand depuis le début, depuis le moment où il est un peu plus haut dans l'alignement. Et cette promotion en deuxième ligne, il était au centre de Eren et de Di Domenico, et je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses, au même titre qu'Andrei Bikov, que j'ai trouvé très rapide pour ses débuts de play-off. Et je trouve toujours un peu difficile ces débuts de série. C'est comme finalement les débuts de championnat. C'est difficile d'avoir des avis très tranchés parce que tu as une équipe qui gagne à la maison son match 1. Ouais, la belle affaire, comme je disais avant, tant que personne n'a gagné à l'extérieur, la série elle n'a pas commencé. Et c'est exactement le cas là. Mais je trouve qu'il y a pas mal offensivement de points qui n'ont pas fonctionné pour Fribourg. Fribourg n'a pas été bon en powerplay alors qu'on sait qu'habituellement c'est une de ses forces. Donc tout n'a pas été parfait pour Fribourg, mais les bases elles sont assez solides. 3 joueurs ont dépassé les 20 minutes, 4 même, parce que Fourer à 24-14. On a Gunderson à 25-37, en normal, hein, les 3 minutes en powerplay. On a Stolberg à 21-06, puis on a Dernay à 22-45, c'est quand même c'est solide. En face... Dernay, il était très, 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 très fort. Moi, j'ai trouvé... On devait faire les 3 étoiles. Mon collègue Cyril Pache fait une chronique chaque lendemain de match. Excuse, je t'ai coupé, mais juste... Où on devait mettre nos 3 étoiles et un flop. Et moi, j'ai mis 3 étoiles à David Dernay. Ça aurait pu être un Reto Berra qui méritait son premier blanchissage, mais j'ai même mis, je crois, Gauthier Desclous 2 étoiles et Reto Berra 1 étoile. Je pense que même s'il est sorti vaincu du match, Gauthier Desclous, il était plus important pour le potentiel succès de son équipe que Reto Berra. Et en plus, il est venu à notre micro. Donc, c'est une petite étoile bonus que Reto Berra n'a pas. Voilà. On passe à Genève aussi un peu plus en regardant les 27-26 de Tom Ernest, 24-26 pour Jacques May, 23-36 pour Winnick. Je trouve toujours que c'est beaucoup pour un attaquant, même s'il est capable de tenir ses minutes. 22-35 pour Omark et 20-02 pour Joël Vermine. Faudra voir. On parlait des block shots de Kylian Motet. Si on prend les block shots de Genève, on a 4 pour Tom Ernest, 4 pour Jacques May et 5 pour Velmin. C'est les 3 qui ont le plus, mais c'est 3 défenseurs. Donc en fait, ce qui nous a plu avec Kylian Motet, c'est que c'est un attaquant aussi. Et, exactement. Là, on a les défenseurs. On va dire que c'est plus logique, cette façon de faire. Mais beaucoup de tirés, en fait, sur les attaquants étrangers, ou en tout cas sur les étrangers. Quand même 27-26, on sait que Tom Ernest il bouffe de la glace, hein, mais je me demande sur une série qui peut durer, on a vu que si ça va tenir en fait, est-ce qu'on multiplie pas le risque d'une petite erreur? Ouais, je suis d'accord avec toi, et surtout, il manque, et alors on reviendra aux attaquants juste après, mais il manque quand même un défenseur en santé, je trouve, dans cette équipe de Genève pour être à l'abri en défense. Parce qu'actuellement, tu sais qu'en jouant avec 7 défenseurs, dont Guébé et Smons, tu as 2 défenseurs certes talentueux, mais qui ne sont pas des routiniers dans la ligue. Et mine de rien, Guébé, c'est 8 minutes de jeu. Et Smons, c'est 6-30. Ok, c'est pas beaucoup de temps de jeu, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est tes défenseurs numéro 6 et 7. Donc, ça veut dire que quand tu as un de tes défenseurs des 3 premières lignes qui n'a que 7-8 minutes de temps de jeu, ça se répartit sur tous les autres. Et on parlait avant du temps de jeu de Jacques May, de Tom Ernest, etc. Et il manque justement, bêtement, hein, Mercier. Il fait pas de bruit, tu le vois pas beaucoup durant la saison, mais qu'est-ce qu'il est important avec ces 18 minutes qu'il peut t'apporter, c'est 10 minutes de plus que Guébet. Et ces 10 minutes de temps de glace, t'enlèves 3 à chacun, t'enlèves 3 à Jacques May, à Tom Ernest, à Lecoultre, ou 2,30 à tous les autres avec Carrère en plus.
Mais là, on a parlé beaucoup de la défense genevoise, mais finalement, ce qui a aussi pêché, parce que Genève n'a finalement pris que 2 buts, c'est l'attaque. Et ben finalement, dans l'attaque de Genève Servette, il manque Noah Rod et Tanner Richard, ce qui fait que il manque du monde. Il manque du monde. Du coup, tu as Montandon qui commence à jouer en powerplay, même, ça m'a étonné Ouais. qu'il était en Bon, powerplay. c'était contre le 6 contre 5 quand ils sortent le gardien. Hein. Exactement. Et, C'est lui qui marque. C'est lui qui marque d'ailleurs. Mais il manque un petit peu de cette profondeur. Justement, il te retrouve avec une troisième ligne, Patry, Vermin, Smirnovs, alors que avec tout le monde en santé, à la place de Patry et Smirnovs, tu as Rod et Richard. C'est forcément pour ça aussi que Christian Dubé a pu se permettre de se dire mes lignes 2 et 3, elles vont faire la différence par rapport aux lignes 2 et 3 de Genève Servette, parce qu'il manque cette deuxième vitesse du côté de Genève actuellement. Et pour l'heure, on ne sait pas, hein, c'est les playoffs, chacun garde les cartes bien cachées. Apparemment, Richard est censé revenir un petit peu plus vite que Noah Rod, mais vite, il faudrait que ce soit assez vite parce que offensivement, il manque quand même. Hein. Et aussi pour les engagements, parce que ça permet d'avoir une. Tu l'as souvent dit, hein, le meilleur exemple, c'était Yann Kovar contre Genève. C'est quand tu as le puck, l'adversaire l'a pas. C'est une lapalissade, évidemment, mais le but, c'est de priver l'adversaire du puck, ou en tout cas de lui faire aller chercher, de devoir créer quelque chose. Et quand tu as un but comme le but de Heron, c'est consécutif à un engagement en zone offensive pour Fribourg, et ça fait but. Et c'est ce petit genre de détail, vu qu'on a des matchs qui se jouent, même le Zouk Bern qui se joue à 4-2, je mets de côté le match de Rapperswil-Lugano, et encore, quand Profico marque le 3-2, on est là, c'est la 42e minute ou 43e. Oui. C'est pas la 3e minute de jeu, donc les matchs sont quand même relativement serrés, et il faut profiter de n'importe quelle occasion. Et l'occasion que ce soit un set play fait sur un engagement ou pas, l'important c'est de se dire que tu es plus proche du but adverse et tu as de meilleures chances de la mettre au fond. Et là vraiment, Richard, je l'attends pour Genève, tout simplement parce que ça permet déjà d'avoir une ligne plus forte, comme tu disais avec Rod et Vermin. Ça permet de dispatcher un petit peu le talent, de le diluer sur les autres lignes. Et puis la quatrième ligne, tout d'un coup, tu as peut-être aussi des joueurs que tu peux mettre, si tu veux de l'énergie, tu fais peut-être pas jouer Cast 12 minutes, 44, tu fais peut-être pas jouer d'autres joueurs à ce niveau-là, tu peux mieux répartir. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce qu'après, du coup, tu te retrouves avec un Patrick qui a joué 9 minutes, mais on l'a très peu vu. Et si tu peux mettre Richard au centre, qui va gagner ses engagements de manière un peu plus on va dire régulière que Joël Vermin, qui s'est retrouvé à ce centre de troisième ligne pendant 2 tiers, où il a les engagements, il est à 2 gagnés sur 6. C'est ce que tu disais avant, il manque cette présence d'un centre fort en troisième ligne. Et si tu as Richard là, Vermin sur son aile et Patry de l'autre, par exemple, ça donne une... je parle de deuxième vitesse, je sais pas comment le dire autrement, mais d'être capable de gérer la troisième ligne en face, où tu auras un Samuel Walser à cet endroit-là. Et Samuel Walser comme centre de troisième ligne, c'est assez solide. C'est temps, en plus, on l'a vu cette année, il est bon. Il est très bon, ouais. On parlait de Sandro Schmidt aussi, qui un temps était centre. Il le met maintenant en quatrième ligne, Sandro Schmidt, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Sandro Schmidt est en quatrième ligne, et Nathan Marchand passe en deuxième. Il y a plein de petites touches à l'effectif que Christian Dubé a fait au cours de l'année, de la saison. Et là, ça a l'air de bien fonctionner. Après, on sait bien comment ça se passe en play-off. La vérité du mardi ne sera peut-être plus celle du jeudi, et c'est finalement ça qui est assez... C'est d'ailleurs pour ça qu'on revient vendredi, parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera effacé jeudi soir vers 22h30. Mais je pense quand même la géographie qu'on fait de ce match-là est finalement de se dire que Fribourg a bien démarré, et que Genève, alors qu'ils ont eu quand même leur semaine aussi de congé, ils avaient quand même aussi ce boost finalement, de se dire, ce ouf de soulagement qui te permet de travailler plus dans la sérénité. Donc normalement, pour moi, 2 entraîneurs en plus novices à ce niveau-là, hein, leur premier play-off, finalement, on était c'était similaire pour les deux équipes. Il n'y avait pas un avantage certain. Là aussi, on n'accordait pas un avantage monstrueux à l'une ou l'autre. Donc on a été assez servi, mais
autant la réaction fribourgeoise m'a surpris en bien dans ce match-là, autant effectivement j'attendais peut-être un petit peu plus de Genève que cette réaction extrêmement forte en fin de match. Mais c'est ces réactions qu'on voit souvent dans ces matchs serrés où tu te dis « Ouh là là, il aurait pu avoir un but, Fer aurait pu marquer. » Ouais. Mais si tu t'y prends un peu avant, bah, tu as des prolongations comme lors de Lausanne-Zurich, on va dire. J'ai vu pas mal de réactions justement sur cette action de Fer où oui, il y a une faute de Stolberg. Ouais, la belle affaire. Ok, tu donnes 2 minutes à Stolberg parce que tu estimes que bah, ça veut dire que tu joues à 6 contre 4 pendant les 7 dernières secondes. Là, encore une fois, la belle affaire. Et Genève n'aurait pas mérité d'égaliser à ce moment-là, malgré un excellent dernier tiers, je suis d'accord. Mais après 2 tiers, c'est 24-14 les shoots. Et c'est 24-14 les shoots, mais la proportion d'actions dangereuses, elle est la même. C'est pas 24 tirs de la ligne rouge, quoi. C'est pas 24 dégagements interdits qui ont terminé sur le gardien. Donc, Fribourg a mérité cette première victoire, mais on s'attend à une série longue, disputée et très serrée entre les deux équipes. Et je pense vraiment qu'on va être servi. Et ce premier match m'a presque conforté dans cette impression-là, surtout si Richard revient. Et il faudra aussi que du côté de Genève, il y a un peu de soutien de la part... je crois que est-ce que tu as parlé... Non, je ne crois pas que tu as parlé de Miranda, mais... Non. Moi, Miranda... C'est la première fois, je crois, depuis se faire le 14 novembre que je n'ai pas parlé de Miranda dans un épisode. Mais Moi, Miranda, par exemple, j'attends aussi de leur part ce secondary scoring, comme on dit en NHL, donc mais c'est presque primary scoring pour le coup, parce qu'ils font quand même partie du top 6 normalement, donc... le secondary scoring, ce serait plutôt Arnaud Montandon, Patry, Vouillamo s'il n'est pas sur la première ligne, etc. Les lignes 3-4 qui devraient... J'attends plus aussi de ces joueurs-là. Mm-hmm. Et ils devront se sortir aussi pour peut-être compenser, parce que si Rod n'est pas là, si Richard peut parvenir, c'est à eux qu'on fera appel et pas forcément que à faire Winnick, Omark, qui, oui, doivent performer. Au bout d'un moment, s'ils jouent 23-24 minutes pour les attaquants, tu vas pas être capable de le faire sur une base aussi régulière que si tu joues peut-être 19 ou 20 minutes. Ouais, puis là où je te rejoins complètement, c'est Tyler Moy, c'est près d'un quart d'heure de jeu, 0 tir cadré. Et Marco Miranda, c'est 16 minutes de jeu, 0 tir cadré. Et à Fer, il y en a 3. Donc, c'est-à-dire que cette ligne-là, elle a 4 tirs cadrés entre Fer, Miranda et Moy. C'est vraiment peu. Et tu as complètement raison. Un Tyler Moy, il est censé être ce buteur. Finalement, là où le facteur X a été un Yannick Eren, ça aurait très bien dû ou pu être... D'un point de vue genevois, ça aurait pu être ce Tyler Moy, justement, qui n'est pas ton scoreur primaire, pour parler un peu, faire du québéquisme, mais qui est cette deuxième vague qui n'est pas arrivée du côté de Genève, et elle est arrivée du côté de Fribourg avec Eren. Le deuxième but, c'est Di Domenico. Alors, c'est Souter qui le marque, mais c'est Di Domenico qui fait tout le travail. Ça n'est pas arrivé du côté de Genève. Il a fallu avoir un homme de plus sur la glace en fin de match et d'avoir cette espèce de poussée désespérée pour marquer un but, mais sinon à 5 contre 5 et dans le flow normal du jeu, on n'a pas vu cette poussée-là. Ce qui sera intéressant aussi lors du deuxième match et lors des deuxièmes matchs en général, mais nous on s'occupe évidemment plus de cette série-là et de Lausanne, c'est le fait que les entraîneurs à la domicile auront le dernier changement et que ça peut aussi agir, puisque tu disais que lors des lignes matchées l'une contre l'autre, là, normalement, Patrick Aymon aura la possibilité de mettre ce qu'il veut, puisque c'est lui qui aura le dernier choix, de mettre la ligne qu'il veut opposée à la ligne fribourgeoise. Exactement, et c'est là où, si Richard est sur la glace, je ne serais pas complètement surpris qu'on voit Tanner Richard aller à l'engagement contre David Desharnais, par exemple, pour justement essayer, lui, de contrer le move de Christian Dubé, ou alors il se fait confiance et il y a plusieurs options pour Patrick Aymon. Ça peut aussi être de renforcer sa première ligne et de mettre Vermin à l'aile de la première ligne et de se dire, bon, alors vu qu'il veut jouer les grands canons en première ligne, à moi d'en amener un plus gros en première ligne. Pourquoi pas, même sur 60 minutes, ça me semble un petit peu tendu. Par contre, si Richard revient, de se dire, voilà, moi je match ma Vermin, Richard, et peu importe qui sera l'autre ailier, vu que Rod ne devrait pas encore être de retour, probablement, contre Desharnais, Stolberg. Et après, ça veut dire que je peux envoyer Winnick Omark
contre une autre ligne. Et là, tu peux dire, si j'envoie cette ligne-là contre Sprunger-Walser, peut-être il y a moyen d'avoir un avantage à cet endroit-là. Donc ça va être passionnant de voir l'ajustement de Patrick Aymon dans les affrontements des lignes pour ce match numéro 2, en partant du principe que les lignes resteront les mêmes du côté de Genève, ce qui n'est pas complètement certain non plus. Voilà pour le premier de ces 2 épisodes de la semaine. La bonne surprise du jour. On l'a décidé juste avant d'enregistrer, donc c'était pas planifié de longue date. Nous Quel aussi, numéro on est d'épisode 31, je crois. 30. Aïe, dommage. Donc il y aura le 31 vendredi. J'ai un peu d'avance, c'est tout. Donc merci de nous écouter. C'est toujours un plaisir de faire vivre les playoffs. Nous aussi, on les vit intensément, même si ça vient de commencer et même s'il a fallu un petit tiers pour se mettre dedans quand même, je dois avouer, pour ce premier match. Moi, je suis sur la série Fribourg-Genève. D'ici vendredi, du coup, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Continuez à nous écouter sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, YouTube, etc. Et prenez soin de vous et vibrez bien pour ce match 2 de jeudi soir. Et à tout bientôt.